Long de 6000 km, le réseau de distribution d'électricité de Guadeloupe présente la particularité d'être insulaire. L'électricité ne se stockant pas, le réseau doit sans cesse transporter cette énergie électrique nécessaire aux besoins des consommateurs qui varient à chaque heure de la journée. Le réseau électrique de l'île se caractérise par une diversité de ses unités de production, dont certaines sont hors du commun. Mis à part l'énergie nucléaire, on distingue en Guadeloupe quasiment tous les types de production répartis sur une trentaine de producteurs d'électricité. Les unités de production d'énergie électrique se sont développées historiquement de manière isolée pour répondre aux besoins économiques que suscitait la production sur les habitations coloniales, fonctionnant chacune de manière autonome. Il serait difficile de dater précisément l'arrivée de l'électricité en Guadeloupe. On émet toutefois l'hypothèse de l'utilisation des premières ampoules électriques au sein des habitations dès les années 1875. En 1880, la presse locale annonce l'usage de l'électricité par quelques usines sucrières. La loi du 5 avril 1884 confère aux communes la possibilité d'organiser les services publics, industriels et commerciaux, parmi lesquels l'eau, le gaz et l'électricité. Toutefois, durant la crise sucrière, les moyens manquent pour acheter de l'électricité. Il faudra attendre 1906 pour la mise à disposition de l'électricité au grand public. Bien que reconnu comme propriété des communes, le réseau de distribution d'électricité est transféré à l'État, qui fait que le département de Guadeloupe se voit placé sous le régime de concession d'État jusqu'en 2005. La première société d'électricité est fondée en Basse-Terre par Ancelin et Associés. Elle fournit l'éclairage des bâtiments municipaux et privés, des villes et des bourgs de la colonie. En 1914, deux groupes électrogènes à moteur diesel sont installés à Pointe-à-Pitre avec une puissance respective de 40 et 200 kW. L'usage du télégraphe électrique en Guadeloupe arrive vers les années 1920. En 1921, la Société d'entreprise industrielle de Guadeloupe apparaît. Ça a commencé à prendre l'essor à partir de là, mais ce sont des dédommagements de guerre. Bon, après la guerre de 14-18, le temps de mettre en place les formalités administratives, donc c'est arrivé en fin des années 20. En 1923, l'entrepreneur Charnot installe une usine à Dolé qui revend de l'électricité à la CEIG. C'est la première centrale de Guadeloupe. L'usine à la bicyclette, la va passer le foin par les cafés. L'usine de Dolé était actionnée par la houille blanche, qui est l'énergie produite par les chutes d'eau pour obtenir de la lumière électrique. On suppose que la première rue à avoir reçu la lumière se situait également à Dolé. Le cyclone de 1928 cause de terribles dégâts et la centrale de Dolé tombe en panne. Pointe-à-Pitre et la Grande Terre sont détruites à 70%. Le Conseil général décide alors la mise en place d'une société centrale pour l'électrification de la Guadeloupe. À cette époque, seules les communes de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Courbet et Saint-Claude disposaient de l'éclairage public. En juillet 1929, la nouvelle compagnie guadeloupéenne de distribution d'énergie électrique, filière du groupe Munich, s'installe à Pointe-à-Pitre. Son siège est à Paris. Elle a la charge des réparations de Dolé et du renforcement de la centrale de Pointe-à-Pitre. En 1936, la CGDE est déclarée débitrice envers la colonie. En mars 1930, la ville de Pointe-à-Pitre inaugure le ciné-théâtre de la Renaissance, haut lieu de la culture et de l'information en cette Guadeloupe qui vit l'entre-deux-guerres. La loi sur les grands travaux de modernisation des colonies du 10 juillet 1931 entraîne la mise en place d'infrastructures dont la centrale de Bémao, puisque pour ce faire, l'électricité était nécessaire. Le réseau électrique se met en place. Initialement, deux réseaux séparés étaient installés, l'un à Dolé et l'autre à Pointe-à-Pitre. Ces réseaux étaient alimentés par des groupes électrogènes. La même année, la SCODEL, la Société coloniale d'électricité, reçoit la concession de la colonie pour assurer l'électrification au départ de Bémao. L'inauguration de la centrale vapeur de Bémao a lieu en 1936. La SCODEL en a la concession. Le premier vrai réseau de distribution est en place. Les agglomérations commencent à être desservies et l'éclairage public s'étend dans les bourgs de Guadeloupe. En France, au sortir de la guerre, la loi du 8 avril 1946 permet la nationalisation des entreprises électriques et gazières. C'est la création d'EDF et de GDF. En 1948,
Le Conseil général de Guadeloupe vote la résiliation du contrat de la SCODEL au regard des prix trop élevés et un service trop limité. Le réseau compte alors 170 km. Le 1er août 1951, la Société de production et de distribution d'électricité de Guadeloupe, la SPEDEG, prend en charge le système électrique de la Guadeloupe. Cette société anonyme d'économie mixte siège à Pointe-à-Pitre. Ses deux premiers présidents sont les Guadeloupéens Louis Feuillard et Lucien Bernier. Georges Marianne a été le dernier directeur. L'électrification rurale ne s'est pas faite sans difficulté. Les travaux d'électrification, longtemps restés en projet, se sont vus de surcroît ralentis par de nombreux désaccords entre les concessionnaires et les clients, à savoir les communes. En Guadeloupe, le réseau d'électrification tel qu'on le connaît remonte à 1975, date de la nationalisation de la SPEDEG. EDF remplace alors la SPEDEG. Cette mesure entraîne un abaissement des factures des communes et des particuliers. EDF devient alors le seul concessionnaire et utilisateur du réseau de distribution publique. Jusqu'à la nationalisation de l'électricité, le débat portait sur la nécessité d'amener cette énergie aux particuliers. Aujourd'hui, heureusement, on s'assure de favoriser l'arrivée du haut débit chez tous les usagers. Une petite visite des unités de production nous permet de mieux comprendre la spécificité du réseau électrique de Guadeloupe qui propose à lui seul un véritable palmarès de succès expérimentaux, surtout en matière d'énergie renouvelable. D'abord, la friche de Bémao, haut lieu de mémoire de cette aventure technologique. Cette centrale a été construite sur la base des dommages que l'Allemagne devait à la France à la fin de la Première Guerre mondiale. La centrale électrique de Bémao a joué un rôle important dans l'électrification de la Guadeloupe. Elle a été la première vraie centrale qui centralise l'intégralité de la production et c'est à partir d'elle que le réseau guadeloupéen qu'on a connu aujourd'hui a commencé à se construire. Au tout début, c'est une centrale vapeur. Donc, quelques dizaines d'années après, les moteurs diesel viendront renforcer la centrale de Bémao. Alors c'est vrai que le diesel fait son apparition à ce moment-là, mais ça va marquer tout le reste parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est encore du diesel qui assure l'essentiel de la production d'électricité en Guadeloupe. L'électricité était très attendue en Guadeloupe et même partout. Partout où on passait, c'est la première des choses qu'on me posait, moi, quand est-ce que vous nous mettez de l'électricité pour avoir le réfrigérateur, par exemple. Alors c'est vrai que pendant un certain temps, c'est surtout l'éclairage public qui est distribué dans les communes. Mais petit à petit, l'électricité se démocratise et on va connaître des taux de croissance qu'on n'a pas connus dans l'Hexagone. Très rapidement, la centrale de Bémao ne peut plus répondre aux besoins. Donc le Conseil général de l'époque qui gère l'énergie cherche un nouveau site pour construire une nouvelle centrale. C'est Jarry qui a été retenu pour faire cette installation. Alors il faut dire que Jarry à l'époque c'était vraiment un sentier de chèvres. Que les ingénieurs pour aller faire les premiers relevés prenaient un canot genre Saint-Oise pour déposer les géomètres et tout, là où se trouve actuellement le port. Comme on recherchait un ingénieur guadeloupéen pour occuper ce poste. Naturellement, quand ils ont fait un peu le tour, le nom de Georges Marianne revenait souvent. Il est passé tout de suite après directeur de la SPEDEG. Et après, on a installé des moteurs PC3. Et c'est ce moteur qu'on voit ici, qui est un PC3. Et les ingénieurs n'avaient jamais installé des centrales aussi importantes au niveau terrestre. Donc ça a été un baptême du feu, quoi. En 80, on a déclassé les moteurs, donc 20 ans après. On a fait une nouvelle centrale qu'on appelle Jarry Nord, juste en face, derrière la cimenterie. Et les moteurs qui ont été installés ont été plus élaborés, les cheminées ont été plus hautes, donc la pollution moindre. Ensuite, Jarry, considéré comme le cœur de la chaîne de production d'électricité. Jarry Nord développe une puissance de 167,2 MW, s'y ajoutent les turbines à combustion de Jarry Sud, soit plus de 100 MW, actionnées lors des heures de haute consommation. Les autres îles de l'archipel dépendent essentiellement de la centrale de Jarry. L'inconvénient de Jarry est qu'elle est la plus polluante des unités de production.
Les moteurs sont surveillés 24 heures sur 24 en salle de contrôle par plusieurs techniciens. Une fois le courant produit, il passe sur le réseau. Bouillante est la spécificité de l'île et de la nation tout entière. Modèle unique de cette envergure en France, cette source d'eau chaude est exploitée pour produire l'électricité, alors qu'en Europe, la géothermie reste principalement utilisée pour produire du chauffage. Bouillante sert de vitrine au distributeur national pour son respect de l'environnement. Nous avons notre fluide géothermique, mélange d'eau et de vapeur, qui remonte ici à peu près à 20 bars. Ensuite, nous avons une détente qui nous permet donc de transporter le fluide géothermique aux vapeurs à une pression de 8 bars, et ça nous emmène jusqu'au séparateur que nous voyions tout à l'heure, qui permet de séparer d'une façon, j'allais dire, très fine, très efficace, d'un côté la vapeur et de l'autre côté de l'eau séparée. La vapeur est envoyée directement dans la turbine. Cependant, le principe de la géothermie reste très coûteux car l'exploration des forages nécessite un équipement très lourd. Bouillante, composée des modules B1 et B2, sert aujourd'hui de modèle pour un projet ambitieux sur l'île de la Dominique. La puissance développée par cette installation équivaut à 8 éoliennes ou à la consommation d'électricité de 20 000 foyers. C'est donc une énergie non intermittente, c'est-à-dire disponible toute l'année. Poursuivons avec la centrale thermique du Moule, qui est la fierté de la Grande Terre. La spécificité de CTM, c'est d'être une centrale bagage charbon, c'est-à-dire que c'est une centrale qui est capable de fonctionner avec deux combustibles, du charbon qu'on importe de Colombie et de la bagasse qui est localement produit à partir de résidus de la canne à sucre. La campagne bagasse généralement a lieu de janvier jusqu'à juin-juillet, dépend du retard qu'il y aurait eu, éventuellement et des aléas climatiques. Et la période où on est vraiment 100% charbon, c'est entre juillet et décembre. Autrefois, la bagasse était brûlée dans des usines pour produire de la vapeur et de l'électricité. En période de récolte, les riverains n'étendaient plus le linge à cause de la sueur de la bagasse brûlée. Aujourd'hui, cette centrale produit plus proprement. On passe de 11 kV à l'alternateur à 63 kV grâce à ce transformateur. Pour faire fonctionner la centrale, donc, il faut du personnel 24 heures sur 24 qui est composé d'une équipe de quart où toutes les informations arrivent pour savoir l'état des chaudières, l'état de la turbine. Dès qu'on est connecté sur le réseau, l'électricité ira là où la personne appuie sur son interrupteur. Aux côtés de la centrale thermique du Moule se trouve la récente installation de Caraïbes Énergie. À L2, ces unités alimentent le réseau à hauteur de 30%. Une centrale thermique comme Caraïbes Énergie, schématiquement, c'est une cocotte minute. On a un réservoir avec de l'eau. On met du feu en dessous. On fait bouillir l'eau, ça passe en vapeur et ça fait tourner le petit tourniquet. Le feu chez nous, dans la centrale, c'est avec le charbon qu'on brûle. La cocotte minute, c'est la chaudière, tout le réseau d'eau et de vapeur. Et le petit tourniquet qui tourne, c'est au bout. C'est le petit tourniquet, c'est l'alternateur que la vapeur qu'on produit fait tourner. Divers projets de valorisation énergétique de la biomasse sont menés en Guadeloupe. Il est bientôt prévu de produire de l'électricité à partir des déchets ménagers. L'hydroélectricité est également utilisée sur l'île aux Belles Eaux. Cette installation du Carbet en basse terre génère 3,5 MW et ne fonctionne qu'avec l'eau de rivière. Les normes environnementales et de la santé publique des récentes lois Grenelle, imposant le respect de la biodiversité, obligent à passer d'un système énergétique basé sur des énergies fossiles à une production utilisant les énergies renouvelables. C'est la transition énergétique. Le contrôle de la centrale peut se faire à distance via un ordinateur de supervision. Curieusement, les eaux marines ne sont pas encore utilisées pour produire du courant électrique.
La Guadeloupe est à ce titre un bon exemple pour la France, puisqu'elle continue d'offrir un champ d'expérimentation de production d'énergie propre. Ces dernières comprennent aussi bien les petites unités hydrauliques, quasi centenaires, que les premières éoliennes implantées depuis 1992. Les panneaux ou tables photovoltaïques captent les rayons du soleil. De là découle une production d'énergie qui va être acheminée par l'intermédiaire des câblages vers des mini-coffrets qui regroupent plusieurs tables. Ces derniers sont reliés à des armoires de regroupement qui relaient l'énergie en courant continu vers les onduleurs qui la transforment en énergie alternative. Une fois produite, l'énergie est acheminée vers un transformateur qui surélève la tension de 400 volts à 20 000 kV. Du moment qu'il fait jour, cette centrale produit. Quelle que soit la puissance produite, mais elle produit. Grâce aux énergies renouvelables et l'emploi des lampes basse consommation, la Guadeloupe est bien plus en avance que l'Hexagone en ce qui concerne la transition énergétique imposée. Au pays des alizés, les parcs éoliens sont nombreux. Les premières éoliennes de Guadeloupe étaient implantées à la Désirade. Ce parc de Petit Canal s'est agrandi entre 1998 et 2003. En cas de cyclone ou de mauvaises conditions climatiques, les mâts des éoliennes sont couchés par des opérateurs. Les débats actuels portent non plus sur la seule maîtrise de l'énergie, mais sur l'efficacité énergétique qui permettrait à tout consommateur de continuer à jouir du confort dont il a besoin tout en diminuant sa consommation d'électricité. C'est vrai que le solaire est intéressant, mais c'est valable uniquement la journée. Donc il faudrait prévoir d'autres systèmes pour pouvoir le stocker. L'éolienne est intéressante, mais quand il n'y a pas de vent, et en cas de cyclone, c'est un risque qu'il faut comprendre et intégrer. Et donc, il faudra toujours des producteurs de base, style CTM, style EDF, pour toujours garantir une production de base. En 40 ans, on est passé de 15 MW à 250 aujourd'hui. Mieux vaut fractionner une puissance que de mettre un seul grand groupe, que si ce groupe sort du réseau, c'est toute l'île qui en pâtit. Cependant, les énergies renouvelables deviennent la priorité de la politique énergétique de l'île afin d'assurer une réduction d'achat de carburants fossiles et devenir par là même bien plus indépendant économiquement. Nicole habite en pleine campagne au Gosier. Elle a fait le choix d'une maison entièrement autonome, en eau et en électricité, pour ses besoins domestiques. D'autres particuliers, à l'instar de nombreuses entreprises, font le choix de revendre leur surplus de production d'électricité à EDF. Pour moi, ça coûte très cher. Et c'est ma façon à moi de voter. Je vote pour la nature, je vote pour la terre, Gaïa, et contre les effets de serre. EDF fournit 50% de l'énergie en Guadeloupe et demeure le principal opérateur devant les 2 centrales du Moule. Le reste provient des petites unités de production, comme les fermes photovoltaïques, ainsi que les éoliennes. Le processus de distribution d'électricité se fait en entonnoir. Le courant sort des unités de production et circule dans le réseau via des câbles de 63 000 volts ou 20 000 volts selon l'unité de production. Les pylônes électriques de 10 mètres de hauteur supportent les câbles de haute tension. Le réseau électrique arrive ensuite au poste source qui transforme le courant en moyenne tension, soit 20 000 volts, afin de le redistribuer aux communes. Le courant est ensuite redirigé vers les habitations en 230 volts. De la Guadeloupe partent les câbles sous-marins qui alimentent Marie-Galante et les Saintes. À partir de 2004, l'obligation de constituer un service public local fait de la commune l'autorité organisatrice du réseau, à défaut, l'établissement public de coopération auquel la commune transfère cette compétence. En 2005, la concession EDF arrive à échéance. En 2007, la volonté de regroupement de l'ensemble des communes du département donne lieu à la création du syndicat intercommunal d'électricité de la Guadeloupe. En 2008, avec l'entrée de Marie-Galante au sein des communautés de communes, le SIEG devient le syndicat mixte d'électricité de Guadeloupe. Les priorités du syndicat sont de remplacer les équipements vétustes et d'étendre le réseau aux nouvelles zones d'habitation tout en protégeant l'environnement. La maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification en zone urbaine relève de la compétence d'EDF. EDF a la responsabilité de gérer les lignes de haute tension, en plus de la distribution dans les zones assignées. En zone rurale, les communes, aidées par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ont décidé de monter un syndicat qui parlerait en leur nom, le CIMEG.
Le rôle premier du CIMEG est de signer à la place des communes de Guadeloupe le cahier des charges des concessions avec EDF et de veiller à son application. Depuis le cyclone Hugo, toute nouvelle extension du réseau de haute tension voit désormais ses câbles enfouis afin de le protéger des intempéries et d'imposer une ligne esthétique dans le paysage urbain. Le syndicat œuvre sur les réseaux de moyenne et de basse tension en assurant également les travaux d'extension de renforcement de celui-ci et de sécurisation en lieu et place des communes. En compétences optionnelles, le CIMEG assure l'éclairage public et le développement du numérique. Cependant, c'est EDF qui vend l'électricité. La Guadeloupe a vu sa consommation d'électricité augmenter de 30% entre 2000 et 2010. Grâce à la transition énergétique qu'elle a amorcée, cette consommation a légèrement baissé entre 2011 et 2012. En Guadeloupe, je crois qu'on aura besoin de tout cela parce que le solaire, ce sera pour longtemps. On aura toujours besoin de cette énergie fossile. Mais l'idéal aurait été, dans un avenir, d'avoir que des énergies propres. À chaque fois qu'on appuie sur un interrupteur, on est obligé de produire l'électricité quelque part. Donc si on éteignait les lampes, ce serait du charbon au moins ce qu'on importerait. Nous serons en capacité demain, 2014-2015, de participer à ce développement de l'énergie renouvelable en Guadeloupe.